tous. Donc la Fédération française du paysage réunit la profession une fois par mois au pavillon de l'Arsenal autour des invités et des expériences de paysage. Donc ces invités nous livrent chaque samedi leurs projets, leur parcours, mais aussi leurs inspirations et leurs sensibilités. Et on a le plaisir ce matin d'accueillir Christine Dallocchi, diplômée des Beaux-Arts et de l'École du paysage de Versailles, qui a été lauréate aussi de la Villa Médicis avec Michel Desvignes, qui ont fondé tous les deux une agence, puis Atelier Paysage. Christine Dallocchi est aussi enseignante. Elle a enseigné à l'École du paysage de Versailles et aussi à l'École de Lausanne, et a donné beaucoup de conférences. Donc ce matin, elle nous a préparé une conférence intitulée « La disparition ». Et pour la Fédération française du paysage, c'est aussi la réapparition d'une personnalité, d'une paysagiste expérimentée à la tribune ce matin. Voilà, on peut commencer. Eh bien, merci de m'avoir invité, merci d'être venu à tous ceux que je ne connais pas et aussi à tous ceux que je connais. Cette conférence, cette présentation s'appelle La disparition. Alors, en fait, comme on nous demande de parler d'expérience, j'ai essayé de retracer ma route, ma route de paysagiste, qui commence à être assez longue. Et j'ai appelé cette présentation, en fait, La disparition pour plusieurs raisons. La première, c'est un clin d'œil, bien sûr, à Georges Perec et à son roman Sans la lettre E, pour dire qu'on pouvait parler de paysage sans forcément utiliser ou parler de la couleur verte. Le vert dont on nous sature un peu et sans tout le jargon non plus qui va avec en ce moment, qui nous envahit et qui n'est pas forcément notre langage de paysagiste. La deuxième raison de cette disparition, peut-être à un certain moment, je ferai allusion furtivement à la rudesse aussi de ce métier, parce que, comme beaucoup de métiers, c'est un métier rude. Et puis, en conclusion, peut-être aussi à réfléchir sur la manière dont nos métiers se transforment, évoluent, et sur leur avenir. On pourra peut-être, en tout cas tels que nous les concevons actuellement. Donc on pourra peut-être en parler aussi. Sinon, je vais parler essentiellement de mes projets. C'est donc très intime finalement de parler de ces projets. Je crois que ce qui fait notre singularité, c'est nos différences. Ce que j'aime ici, c'est qu'on va se rassembler autour de nos différences dans ce cycle de conférences. Et donc voilà. Alors Odile Marcel l'avait dit mieux que moi à cette même table. C'est vrai que notre rapport au paysage est souvent lié à notre enfance. Pour ma part, mon rapport au paysage n'est pas du tout lié au jardin. J'habite à la campagne, j'ai pas de jardin, j'en ai jamais eu. Mais par contre, devant ma fenêtre, j'ai ce paysage. Tous les jours, je vois ça. Le ciel, l'horizon, et je crois que ce sont les deux choses après lesquelles je cours inlassablement. Mon rapport au paysage est aussi très empreint de l'usage que j'ai fait de la haute montagne à partir de 2000 mètres, là où il n'y a plus de forêt, là où il n'y a plus de végétation. Je l'ai beaucoup pratiqué. Bon, là, c'est un dessin que j'avais fait j'ai souvent dessiné sur les cartes après m'être baladé. C'est la mer de glace, enfin bon, peu importe, mais bon, ce sont des paysages très, très spectaculaires. Et il se trouve que j'ai aussi beaucoup navigué, j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau. Et tout d'un coup, être sur l'eau, c'est un autre point de vue sur le monde. Alors, j'aime bien cette carte parce que finalement, c'est la carte de l'Europe, enfin, et du bassin méditerranéen. Mais tout d'un coup, quand on utilise une carte marine, on voit le monde autrement. Et voilà. Donc ça, ce sont des choses qui m'ont bien sûr forgé. Et aussi mon enfance, puisque mes premiers souvenirs sont du Maroc, que la nature dans l'Atlas de Marrakech est rouge.
Et que mon père, qui n'était pas du tout de là-bas et qui venait du Nord, manquait d'hiver. Et donc, je suis beaucoup allée, j'ai beaucoup de souvenirs de neige dans l'Atlas au Maroc. Donc, tout ça, le vert, la forêt, c'était quelque chose qui ne m'est pas forcément familier. Et j'ai commencé ma vie professionnelle, on va dire, par des études d'architecture à Paris en 1974. L'école du paysage, je crois, devait être un peu en sommeil à cette époque-là. Je pense qu'elle était un peu fermée. J'ai aucune idée de ce qui m'a amené à faire des études d'architecture. J'avais jamais vu un architecte de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était mon truc. Donc voilà, j'ai fait des études d'architecture. Alors je vais passer vite sur ce moment. C'était aux vieux Beaux-Arts de Quai Malaquais. C'était une horreur. J'ai détesté cette période. On devait être 6 filles sur une centaine d'étudiants dans mon année, alors que je venais d'un lycée public de banlieue dans lequel j'avais fait une scolarité mixte tout à fait normale. C'était un peu le Moyen-Âge. Il y avait 3 vieux profs qui passaient comme ça d'une manière dédaigneuse. Les corrections s'appelaient des jugements. Enfin bref, je n'ai eu de cesse ce jour où je suis rentrée là que de vouloir en partir. Alors, en plus, en 1974, Paris s'illuminait avec Beaubourg. C'était vraiment... Paris était quand même une ville noire, triste, vieille. Et tout d'un coup... Enfin, c'était l'idée que j'en avais. Et tout d'un coup, pour moi, Beaubourg illuminait Paris. Et c'est pas arrivé jusqu'à mon école d'archi. Je sais pas. C'était le Moyen-Âge. Et du coup, bon, il y avait quand même heureusement les revues. Alors quand je suis rentrée à l'école, voilà, c'était le numéro de l'architecture d'aujourd'hui. Quand je suis rentrée à l'école, ça s'appelait Habiter la mer. Donc ça remet un peu les choses. Voilà, c'était une super revue en fait. Et on était quand même dans la période très imprégnée des questions d'écologie. Et il y avait d'ailleurs voilà, des articles là sur la pollution du littoral, sur des choses comme ça. Et puis en cherchant un peu tout ça, ça m'intéressait plus finalement que ce qu'on cherchait à m'apprendre à l'école d'archi. Et j'avais trouvé ce vieux numéro de l'archi d'aujourd'hui qui date de 1972, qui est une vraie bible, qui s'appelle L'homme et le territoire, qui est assez formidable, et dans lequel on commençait à avoir des images voilà, de ce genre, qui étaient à milieu de la géométrie descriptive que j'apprenais à l'école. Alors heureusement, je ne sais pas par quel hasard, parce qu'il n'y avait pas Internet et machin, les informations ne circulaient pas aussi facilement, mais j'ai réussi en 1978 à trouver cette école magnifique à Versailles, l'école du paysage. Alors il faut resituer l'école du paysage à l'époque. L'école renaissait de ses cendres. Il y avait une équipe d'enseignants absolument incroyable, jeune et extrêmement enthousiaste. À la tête de tout ça, il y avait Michel Courajou. Il y avait des tout jeunes profs. Il y avait Alexandre Chemetov, il y avait Jacques Coulon. Il est là-bas. Et c'était une énergie incroyable. Alors, il se trouve qu'on était très peu d'étudiants. Je ne sais pas combien on devait être, peut-être 45 ou 50, toutes promotions confondues. C'était des très petites promos. Et imaginez que dans ces étudiants, il y avait un peu tous les gens qui ont des agences qui vont bien en ce moment. Il y avait Ilex, Terre, Bruno Tanon, Jacqueline Lusty, les Pénat, Michel Desvignes, Catherine Mosbach. Enfin bref, on était tous étudiants ensemble avec ces enseignants-là. Et tout d'un coup, il y avait une énergie absolument fabuleuse. Et il y avait une sorte de choses assez incroyables aussi qui étaient liées au vrai patron, là, qui était le nôtre. Et c'est vrai que le fait que l'école de Versailles soit ancrée dans l'histoire de le nôtre aussi, nous nourrissait d'une manière assez extraordinaire. Alors, dans cette école-là, c'est vrai que quand on arrive de l'école d'archi, où on a fait beaucoup de géométrie, où on a fait des projets qui consistent à rajouter des choses, à empiler des briques, à amasser du béton, à ériger, à fabriquer, etc. On se dit, mais tout d'un coup, la nature,
finalement, quand on est paysagiste, on se sent la voix de la nature dans la cité, et on voit toutes ces formes de nature qui, tout d'un coup, sont assez impressionnantes, sont assez déroutantes. On comprend qu'on a affaire à des systèmes qui nous échappent, à des choses fluides, qui bougent, qui coulent, qui ne sont pas stables. Donc c'était aussi l'époque où on avait les premières images de satellites. Il y avait le satellite Spot qui était un fleuron de la technologie française qui commençait à nous envoyer des photos satellites qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, ça c'était une image aussi très forte qui m'a pas mal impressionnée, de vent dans les dunes. Et tout ça, bien sûr, n'est pas dessiné, c'est le fruit de la nature finalement. Et puis tout d'un coup, le paysage reste pour moi d'une manière pas négociable, infiniment lié à la présence du ciel et de la lumière. C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses impalpables, beaucoup de choses sensuelles, enfin, au sens où ça avive les sens, c'est-à-dire que le paysage, c'est le vent, c'est l'air, c'est la lumière, c'est l'ombre, c'est toutes ces choses-là. Et c'est l'espace libre aussi beaucoup. Donc tout d'un coup, on se sent entre géométrie et géographie finalement. On se dit que du temps de la géométrie, en entrant dans le paysage, on entre dans le temps de la géographie et que finalement, ça n'a plus forcément grand-chose à voir. Alors Michel Courajou avait dans ses affaires ce bouquin absolument formidable de George Hester qui s'est appelé Le pain et le sel, qui est un livre de photos aériennes. Puisque quand on s'intéresse aux photos aériennes, c'est vrai qu'il y a une histoire très longue avant Alex McLean et avant Arthus Bertrand, dont ce George Hester. Il faut savoir aussi que les photos aériennes étaient beaucoup moins accessibles qu'elles ne sont maintenant. On n'avait pas Google Earth. Quand on voulait une photo aérienne d'un site, il fallait aller à l'IGN à Vincennes, choisir un cadrage sur des planches contact, attendre 3 semaines et payer une fortune pour avoir une photo. Voilà, et donc c'était pas si naturel que ça l'est aujourd'hui. Et tout d'un coup, dans ce livre, Le pain et le sel, donc c'est le rapport du paysage avec l'agriculture, on trouvait des images comme ça qui tout d'un coup faisaient comprendre que dans la nécessité finalement des agriculteurs confrontés à la réalité du site et à leur géographie, fabriquaient des dessins sans dessiner, on va dire. Et finalement, j'ai commencé à comprendre que la question du paysage se trouvait à cette limite où se confrontent la géométrie et la géographie. Et que peut-être qu'en s'intéressant à cette limite-là, c'était peut-être là qu'on pouvait commencer à comprendre comment faire des projets. C'est-à-dire que, y compris dans notre rapport aussi à l'architecture, puisqu'au fond, moi j'ai toujours besoin de ramener les choses à la simplicité. Nous avons besoin, nous humains, pour vivre, d'avoir des plans horizontaux, un peu comme un campeur qui met sa tente. Il faut que ce soit plat, il faut empêcher que l'eau rentre dans la tente, il faut être bien orienté, avoir un coup à boire, etc. Donc c'est un peu ça le paysage en préalable à l'architecture, c'est un peu faire le campement pour concilier la relation entre notre nécessité de stabilité et la nature autour qui bouge. Alors voilà des petites maquettes dans lesquelles on avait essayé un peu d'exprimer ça, parce que tout d'un coup, la géométrie, on sait faire, et donc peut-être qu'en maîtrisant judicieusement la géométrie, les éléments construits, on pouvait mettre en valeur ou perturber un peu la géographie pour révéler quelque chose. Bon, ça c'est pareil, c'était les premières paravalanches de Val d'Isère. En fait, c'était des fossés qu'on traçait le long des lignes horizontales et tout d'un coup, qui révèlent ce qui serait des courbes de niveau sur une carte finalement. Et donc voilà, j'ai compris que, alors l'éternelle image des rizières balinaises, mais tout d'un coup, c'est vrai que l'eau, c'est horizontal, que pour faire des rizières sur une montagne, il faut rendre les montagnes horizontales.
et que finalement notre métier était peut-être dans cette histoire-là, et que tout d'un coup j'avais une sorte de truc un peu rassurant pour savoir comment j'allais travailler. Alors c'est vrai aussi qu'on fait nos projets avec des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, assez intimes, un bric-à-brac de souvenirs. Alors j'aime bien ces les petits trucs en plastique qu'on ramène de voyage, qui tout d'un coup prennent du sens et de la valeur parce qu'on les a transportés d'un point à un autre. Mais c'est aussi un peu ça, faire des projets, c'est trimballer dans ses poches des tas de petites choses dont on va faire autre chose et qui vont faire sens finalement. Alors, il y a eu un moment important dans ma vie, c'est l'Italie. J'ai eu une relation forte avec ce pays qui a, d'une certaine manière, commencé à Rome, à la Villa Médicis. J'ai mis ce petit dessin d'Ingres parce que je vivais là-bas dans la maison d'Ingres. Et c'est vrai que j'ai ressenti dans ce lieu, alors c'est un lieu à la fois assez austère, qui est aérien, qui vole au-dessus, enfin c'est un jardin qui vole au-dessus de la ville de Rome, et c'est en même temps assez austère et très beau. On y vit avec des artistes, c'est un lieu de production très très contemporain, et en même temps j'ai ressenti une espèce de truc presque physique de l'épaisseur du temps, c'est-à-dire que Rome, c'est une ville où on ressent très fort la sédimentation de la ville romaine, de la ville qui s'est faite sur la ville. Et on sent... Enfin, il y a des gens en rigolant qui disaient qu'il y avait des fantômes à la villa, mais il y a une espèce de présence très forte, à la fois des gens qui nous ont précédés, puisqu'on vit dans leurs murs, dans leurs meubles, dans leurs trucs, et aussi de l'épaisseur du sol. C'est-à-dire, je me suis dit que le paysage, c'était peut-être aussi beaucoup une affaire de temps plus qu'une affaire d'espace. Alors bon, j'ai fait pas mal C'est vrai qu'en dessinant les ruines aussi, on comprend que tout d'un coup, les choses intéressantes se passent dans les lacunes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Et puis, bien sûr, il y a eu tous les jardins. Alors, je ne vais pas faire loin de moi un cours sur les jardins italiens, mais c'est quelques images de jardins pour en dire juste ce que j'en ai retenu, qui n'est pas forcément une vérité pour les historiens ni pour rien. Bon, le jardin de Bomarzo, c'est un jardin qui est connu pour ses improbables sculptures. C'est un jardin qui est en cela d'intéressant qu'il est, juste avant la Renaissance, qu'il n'est pas encore lié à l'architecture. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un morceau de nature qui a été désigné pour être un jardin et qui n'est pas du tout lié au bâtiment. C'est un petit bout de forêt. Et tout d'un coup, on se rend compte, quand on cherche un peu à dessiner, qu'il y a juste quelques murs comme ça qui viennent tenir des plateaux horizontaux dans le relief. Et puis qu'il y a des sortes de bulles de tuf, de roches volcaniques qui émergent de là, et que c'est sans doute pour ça que le créateur du jardin a choisi ce lieu, parce qu'il y avait ce truc un peu spécial, et qu'il en a fait des sculptures. Donc après, il y a des gens qui ont cherché des tas de choses très très ésotériques, mais en fait, voilà. Donc tout d'un coup, l'idée d'élire un lieu, de dire ce lieu est un jardin juste parce que je l'ai regardé, que je l'ai choisi, et que je le fais mien. Voilà, c'est quelque chose qui est rentré quelque part dans ma tête. Alors bon, la Villa d'Este, je ne vais pas non plus vous raconter les fontaines, les trucs et les machins, mais ce qui est intéressant à la Villa d'Este, c'est que on est en haut la maison est en haut d'une colline, et que toute l'histoire du jardin, c'est de l'eau qui est capturée dans une fontaine avec une pression très très forte, qui serait le premier plan de l'image à gauche, et qui après est répartie successivement dans des fontaines de plus en plus calmes pour arriver en bas du jardin vers ces 3 bassins horizontaux, dont le dernier, l'ultime, celui que vous voyez au fond, est fait d'une eau absolument calme, sans une ride. Donc toute l'idée de ce jardin, ça a été de sculpter le sol d'une certaine manière, en tant que maître d'œuvre finalement. Moi, c'est ça qui m'a intéressée.
Et quand on fait une coupe sur ce jardin, en fait, on s'aperçoit que c'est une sorte de jardin suspendu, que le sol, que les plans horizontaux ont été construits et reposent sur des ouvrages assez importants et que on voit que les terrasses de plus en plus larges permettent que l'eau se repose de plus en plus. Et que finalement, le seul truc qui est intéressant dans ce jardin, c'est ce qu'on ne visite pas, c'est à l'extérieur et c'est ce mur. Et finalement, moi, paysagiste, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce mur plus que toutes les choses du jardin. Alors, je vais un peu vite, parce que sinon, ça va durer des heures. L'autre leçon vraiment importante, alors ça, pour moi, vraiment fondatrice, c'est la place de Sienne, c'est le Campo de Sienne. Alors, j'ai des images un peu vintage, hein, qui sont un peu floues, mais enfin, bon, vous pourrez interpréter. C'est vrai que cette place, depuis le Quattrocento, n'a pas changé. Hein. Elle n'a pas été meublée, elle n'a pas été je ne sais pas quoi. On voit qu'elle a une forme improbable, une dimension assez spectaculaire à l'intérieur de la ville. Bon, quand on regarde un peu plus près, on voit qu'elle est au confluent finalement des 3 principales routes qui rattachent la ville de Sienne aux 3 principales bourgs autour, comme ça. Et on comprend surtout que géographiquement, c'est la tête d'un talweg dans lequel naturellement vont se recueillir les eaux de pluie. Et donc cette place est finalement une sorte de conque comme ça, parce qu'il y a juste la conque et en bas il y a un puits, et on voit que cette place est l'endroit naturel où les eaux de pluie se collectent. Elles se rassemblent dans le bas de la place dans un puits. Elles passent sous le bâtiment qui barre la place en bas. Et derrière, dans la vallée, il y avait les jardins qui nourrissaient la ville et cette eau, naturellement, arrosait les jardins. Donc, je pense que bon, ça date du Quattrocento. Hein, et donc, pour moi, ça a été une leçon magnifique sur l'espace public. C'est vrai que faire de l'espace public, c'est pas forcément... quand on est paysagiste, je parle, c'est pas forcément remplir, mais c'est d'abord mettre la ville en intelligence avec la géographie et que naturellement, la question de l'écologie se règle sans qu'on en parle finalement. Hein, donc on voit la place ici avec le puits en bas. Le dessin n'a pas changé. Et on voit le plan et on voit que la question du dessin finalement n'a aucune importance. C'est juste comprendre le lieu. Voilà, donc c'est une sorte de pétrification de la géographie. Alors après vont suivre une série de projets à travers lesquels je vais passer un peu rapidement, parce que bien sûr c'est bien gentil, mais après on est tributaire de la commande. Alors il y a une première série de projets dont une partie ont été faits associés à Michel Desvignes, qui est là-bas. C'est vrai qui ont été faits en Italie, parce que c'est vrai que moi j'avais toujours été fascinée par Beaubourg et que la meilleure façon de ça était d'aller travailler avec Piano à Gênes. Et donc on a fait un certain nombre de projets à Gênes avec Piano, des projets qui ont abouti ou pas. Entre autres dans cette baie de Sistiana au bord de la mer au nord de l'Adriatique, où il s'agissait de faire des baignades, Piano dessinant un hôtel accroché sur la face de la falaise. Donc voilà, donc l'idée c'était effectivement, bon, en utilisant le socle de la carrière comme matériau, de creuser dedans pour fabriquer des bassins, pour à la fois y faire rentrer l'eau de mer et d'autre part au fond de la carrière récolter les eaux d'une source pour alimenter des bassins avec des systèmes de chasse d'eau qui mélangeaient l'eau douce, l'eau salée pour faire tout un panel finalement de baignade et voilà, faire cette sorte de sculpture du sol. Enfin, depuis ce projet, je suis restée très très attachée à la question du nivellement, de la manière d'organiser le sol. Donc pareil, on voit qu'avec quelques lignes géométriques, tout d'un coup, on mettait en évidence des formes naturelles qu'on n'était pas obligé de dessiner finalement. Avec l'idée aussi que, comme dans les marais salants, les différentes salinités de l'eau pouvaient fabriquer des couleurs et un paysage changeant. Un autre
projet sur lequel je vais passer rapidement, c'est à Paris, c'est rue de Maule. Piano a fait des logements, donc le cadre noir, c'est le plan des bâtiments. Il s'agissait de faire une cour à l'intérieur, d'aménager une cour à l'intérieur. Ça fait à peu près 30 mètres par 80, c'est un petit lieu. Et tout d'un coup, l'idée était de dire, pour agrandir l'effet de cette cour, on va la remplir avec des arbres. On va la remplir. Et finalement, c'est pareil, il n'y a pas de dessin, il y a juste les cheminements naturels des allées entre les portes, et puis une densité de points qui représente finalement les plantations. Donc voilà le plan. On a planté des bouleaux. Je crois qu'il y a 140 bouleaux qui ont été plantés là. Alors aujourd'hui, ce serait un attentat à la biodiversité, un attentat aux allergiques. Voilà. Alors bon, il se trouve que c'est vrai que moi, j'ai pas une connaissance énorme de la végétation et que j'ai souvent un peu pallié ça en utilisant le végétal comme une sorte de matière, de texture, de couleur, de choses comme ça. Donc les choses qui semblaient importantes, c'était ces lignes blanches verticales qui fonctionnaient avec l'architecture du bâtiment et ces frondaisons un peu échevelées. En fait, on avait récupéré un lot de bouleaux qui avait été pas très bien dépressés dans une pépinière. Je crois que c'était un peu des restes. Et voilà. Alors la vraie vertu de ce projet ne se voit pas, ça a été d'empêcher les architectes de faire des parkings souterrains pour garder la pleine terre en fait. Donc c'est vrai que notre travail, c'est pas forcément toujours un travail qui se voit, mais c'est souvent un travail de l'ombre finalement, et bien plus que l'histoire des bouleaux de tout ça, je pense que ce qu'on a fait d'intelligent, c'est de rendre cette pleine terre précieuse et de la garder. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est pas la surface, mais c'est vraiment l'épaisseur qui compte et donner les conditions de la vie. Après, il se passera autre chose. Ils vont sûrement enlever les bouleaux, machin, faire d'autres trucs, mais c'est pas grave. Il y a la terre. Voilà. L'autre projet rapide que je vais montrer avec Piano, c'est une usine Thomson qui était à la ville nouvelle de Guyancourt. Alors je ne vais pas non plus m'étendre trop longtemps dessus, c'est juste pour dire qu'à l'époque, c'est vrai que les paysagistes étaient titulaires en général du sublime lot VRD, voirie et réseaux divers, dont une part importante du budget était consacrée aux fondations des routes et au système enterré de collecte des eaux pluviales, tuyaux, machin, regards, enfin tout un tas de choses comme ça. C'était le cas effectivement dans cette usine où il s'agissait de faire des parkings, mais il se trouve que ville nouvelle ou pas, ce terrain avait deux problèmes. Il n'était pas relié au réseau extérieur, et il devait vivre en autonomie, et il était très argileux et très imbibé d'eau qui rendait le chantier difficile. Donc vous voyez, Piano a dessiné une usine adossée à une sorte d'arc comme ça, fait de lames comme ça, dans le prolongement desquels on a commencé à installer des parkings. Et tout d'un coup, pour faire le chantier, on a commencé à griffer le sol d'un certain nombre de lignes pour éponger l'eau. Et ces lignes préfiguraient des grands fossés qui allaient être sur le parking pour faire un système de l'eau qui permettait de reprendre les eaux des toitures dans ces fossés, que ces fossés soient humides et qu'on puisse y planter des trucs pas chers. Alors maintenant, c'est quand même un grand classique du paysage. Hein, on nous demande ça dans les appels d'offres. On nous demande Alors là, on doit être... Je suis nulle avec les dates, mais quelque chose comme à la fin des années 80, début des années 90, je ne sais plus trop. C'était un attentat au service technique des villes de vouloir faire ça. Je pense que sans Piano, ce truc-là serait difficilement passé. Enfin, je ne sais pas trop, mais voilà. Donc, ce qui est naturel maintenant l'a pas toujours été. Et grâce à ce système, finalement, de gestion pluviale à l'air ouvert, on a pu détourner le budget des tuyauteries pour essayer de faire un brin de paysage. Puisque ces fossés, après, ont été plantés de saules parce que c'était pas cher, dans lesquels on avait essayé de planter 2-3 trucs un peu plus qui poussaient un peu plus lentement. Donc voilà, c'est le petit plan comme ça. Et puis l'idée aussi, c'est que
ce terrain un peu bizarre dont on ne connaissait pas l'avenir du contexte, malgré la densité d'urbanistes à la Ville Nouvelle à cette époque-là, finissait lui-même par devenir la matrice du paysage qui allait se développer autour, le futur technocentre Renault, etc. Et puis l'inscription dans le grand territoire de Versailles. Alors là, c'est une image super vintage, pourrie, ça doit être un scan d'une diapo, d'une photocopie. Mais finalement, on voit le résultat. Et je pense que c'est un peu l'ancêtre des parkings à nous, et que c'est amusant de penser que c'était un combat. Voilà. Donc ce projet est pour ça cher à mon cœur. Alors après tout ça, c'est vrai qu'on espérait une espèce de grande belle commande publique, hein, comme tout jeune paysagiste qui se respecte. Alors on est un peu de la génération qui est passée un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on était un peu jeune pour tous les grands concours, genre la Villette, etc. À cette époque-là, on grattait dans les agences. Moi, je sais qu'au moment du concours de la Villette, je faisais des arbres avec Pascal Cribier la nuit chez Alexandre Tchemetov pour une maquette qu'on n'avait pas le droit de présenter et qu'il fallait photographier. On faisait des arbres en Scott-Brit. Donc on est de la génération qui avons appris sur ces grands concours, mais qui n'avaient pas eu, qui étaient un peu jeunes pour y avoir accès. Alors on a eu notre première grande commande, c'était le premier festival des jardins de Chaumont. Alors pareil, les années, j'ai aucune idée, peut-être dans les années 90, un truc comme ça. En fait, c'était la première édition, donc c'était pas le grand concours qu'il y avait maintenant. À l'époque, Pija, qui avait inventé le festival, allait à la pêche aux volontaires pour remplir une petite parcelle de son truc. Et donc notre première commande, c'était, je sais pas quoi, genre 1500 balles pour faire un jardin qui devait durer 2 mois. Enfin, voilà. Bon, bah, du coup, on l'a fait. Et donc, c'était avec des vignes. Et donc, on a fait cette cascade de seaux sur la parcelle la plus en pente dont personne ne voulait. Donc, on a acheté 150 seaux en fer blanc. Et on a voulu à la fois faire une sorte de figure assez classique des jardins français, qui était une figure liée à l'eau, à une cascade, qui était dans une géométrie très simple, et puis en même temps rendre un hommage aux jardiniers qui remplissent toujours leur arrosoir avec le suivant, puisque les arrosoirs se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. Et tout d'un coup, ce petit jardin est même resté 2 ans à Chaumont. Et voilà, c'est pas toujours avec les grands projets qu'on avance forcément plus vite. Bon, rapidement, un concours après à Montpellier, l'avenue Mendès France. Donc c'était à l'époque, la ville de Montpellier se développait sur tout son est, dans un futur quartier Port-Marianne dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et on passait à 4 voies cette grande avenue qui est représentée en rouge ici sur le plan. Et donc nous avions comme champ de réflexion les petits bouts de terre-plein qui traînaient sur le bord de la route. Donc c'était des petits bouts de terre-plein qui pouvaient faire 1 mètre, 3 mètres, qui pouvaient être en pan, tout plat, enfin c'était des petits restes. Et alors le concours, c'était assez marrant parce qu'il fallait faire un grand plan, donc il y avait 5 ou 6 panneaux comme ça. Et on n'avait aucune idée du contexte, c'est-à-dire qu'on ne savait pas comment allait être ensuite allait se développer Port-Marianne. On n'avait pas d'informations, donc on était dans une sorte de page blanche. Et donc on a fait un projet assez simple qui était de dire on va planter 14 000 pins parasols. Et donc on a dessiné 14 000 pins parasols. Enfin plutôt, il y a un étudiant qui a collé 14 000 petites photocopies de pins parasols sur un plan en papier, parce que c'est des grands formats A0. Et en fait, on a gagné le concours. Et tout notre travail après a été de tenir la route au fur et à mesure de l'avancée des travaux de l'agrandissement de la voirie, pour dire non, on rajoute pas ci, on rajoute pas ça, on met que des pins parasols, on met que des pins parasols. Et l'autre part aussi après du travail a été d'acheter les pins parasols et de les trouver, parce que voilà. Alors ça a commencé très très modestement, et c'est vrai que le paysage, c'est aussi l'art de l'illusion, finalement, et on s'était dit, on va donner l'illusion qu'on rentre dans une sorte de forêt de pins, puisque c'est la voie qui relie, en plus, Montpellier à la Grande Motte, où il y avait eu un travail de paysage magnifique avec beaucoup de boisements de pins parasols. Et donc, on travaillait avec ces bouquets de pins qui nous permettaient aussi de gérer, d'organiser les vues,
C'était un outil assez pratique. Et puis voilà, donc ça a fait ça. Et maintenant c'est beaucoup plus développé et là, voilà, Furet existe. Mais tout d'un coup, c'est vrai qu'après, faire exister ce projet, ça a été beaucoup entrer en résistance pour dire non, on met que des pins parasols, on les met en vrac, on fait des bouquets, etc. Et donc, voilà. Donc c'était voilà la future entrée de Montpellier. Et après justement, alors les choses se font jamais vraiment dans le sens où elles se font parce que Port-Marianne a été divisé en une sorte de quadrillage de ZAC assez abondante. Le centre-ville de Montpellier est à gauche de la photo. On voit l'espèce de grand triangle qui allait devenir ce quartier de Port-Marianne. Et finalement, on nous a dit à la mairie, enfin je résume un peu, mais on nous a proposé de faire une sorte de plan directeur de paysage à rebours, c'est-à-dire de nous confier tous les petits bouts qui restaient entre les ZAC, les petits bouts de terrain qui restaient entre les ZAC, avec des restes de plans masse, des axes de beaux fils qui étaient un peu tordus, enfin bon. Et on nous a demandé, à partir de tous ces petits morceaux, d'essayer de redonner de la cohérence à l'ensemble. Donc on est parti d'un concept assez simple, de se dire on va travailler avec des palettes végétales. Du nord au sud, c'est le sens de l'écoulement de l'eau vers la mer. Donc on va travailler avec des formes géographiques, des végétaux liés à l'eau, etc. Et dans le sens est-ouest, de la ville vers la campagne, avec des géométries comme ça. Donc c'est un plan comme ça qui a été fait d'idées extrêmement basiques. Il n'y a pas eu des heures de dessin ni de rien. C'était un outil efficace. Il y a eu, il y a peu de temps d'ailleurs, à la Cité de l'Architecture, une relation sur ce sujet. Et puis de temps en temps, des petits bouts. Là, vous voyez le petit bout en rouge, là, tout d'un coup, qui a été aussi planté comme une ligne géographique un peu plus épaisse qui pouvait préfigurer un parc. Et qui, en tout cas, permettait aussi de mettre de la végétation, de rendre le lieu précieux et respectable, et puis d'imaginer qu'après, sous cette strate d'arbres, on pouvait réintervenir, ajouter des chemins, des tas de choses. Donc voilà, c'était l'idée ici du parc à rebours. Très vite, le parc de la Théols à Issoudun, ça c'est ce qu'on peut appeler le concours de rêve, puisqu'on fait beaucoup de concours, on ne fait que des concours dans notre métier. Ce parc, c'est un concours, on a emballé les panneaux, on les a envoyés, et un jour on a reçu une lettre qui nous a dit qu'on avait gagné. C'était assez extraordinaire. Il s'agissait en fait de réunir les deux rives d'une ville, donc en l'occurrence Issoudun. En haut de la photo, la vieille ville d'Issoudun, au milieu une petite rivière qui avait tendance à avoir des crues, donc qui créait une distance respectable avec l'autre rive de la ville, qui était la rive industrielle et plus pauvre finalement du quartier, mais qui était isolée par ce tissu de jardins familiaux qui avait été très privatisé, très fermé, et que la ville avait racheté pour pouvoir faire un parc. Donc à l'époque, le maire d'Issoudun avait beaucoup ça, c'était donc le plan du concours. L'idée était de reprendre effectivement tous ces petits jardins, de les retisser et puis d'essayer de fabriquer au centre une figure un peu en référence au jardin français, d'un espace un peu noble au pied de la mairie et de l'espace public qui abriterait des collections d'iris, puisqu'il y avait des collections d'iris à la ville. Donc voilà un peu le tissage du parcellaire. Et voilà le fameux jardin d'iris, avec ici une vue un peu dégagée. Alors ce qui était assez marrant, c'est que le maire était je sais pas quoi, trésorier du PS, député, maire, machin, etc. Et qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet, sur son papier à lettres, il était obligé de rayer des trucs pour ne finir plus que maire, et donc avoir beaucoup moins d'argent pour faire son parc. Et donc le budget s'est un peu évaporé. Et finalement, ça nous a permis de travailler à l'économie et de dire qu'au lieu de faire des tas d'allées, des tas de trucs, des tas de machins, on allait mettre de la prairie. On avait de
la terre très fertile, et puis travailler avec la fauche et la tonte pour essayer de tracer des lignes. Et donc, avec la question de l'entretien qui devenait finalement une manière de prendre possession du lieu. Et puis, bien sûr, on a récupéré toutes les petites choses, tous les petits ouvrages qu'on trouvait au bord de l'eau, les anciens lavoirs, les choses comme ça, pour faire un lieu. Et donc, c'est un parc qui c'est juste prendre ce qui existait et puis le ranger un peu, le mettre un peu, le mettre un peu au clair, et puis finalement semer des fleurs et puis laisser les gens s'approprier les lieux. Et moi j'aime bien ces images. Bon, c'est pas forcément des photos magnifiques, mais on voit que les gens ont amené des chaises de chez eux pour s'installer, ou ici quand les mariés s'y font photographier. C'est une sorte d'économie de moyens, je pense, qui est quelque chose qui est le propre aussi du paysagiste quand il travaille comme ça. Alors je vais ensuite rapidement passer sur Lyon-Confluence parce que j'y ai peu travaillé, mais juste pour montrer un petit truc qui m'est revenu en mémoire parce que alors vous voyez en plus le changement d'échelle. C'est vrai que bien qu'on change d'échelle entre le petit jardin de Sceaux et le grand Lyon-Confluence, etc., c'est toujours ce qui nous anime qui finalement est très, très présent. Donc je vais pas... ce site de Lyon-Confluence, donc ce fameux grand projet entre Rhône et Saône qui a... Là, moi, je vais juste parler du tout début dans les années... toujours pareil, je sais pas trop, genre en 1995 ou 96, où finalement l'idée du projet était assez simple, hein, c'était de tendre une grande ligne le long du Rhône et puis de tisser un système de jardins, de parcs en peigne à partir du quai de la Saône et pour ensuite reconquérir les parcelles au fur et à mesure de leur libération. Donc maintenant, bien sûr, le projet est abouti, mais les seules images que je voulais vous montrer, qui me sont revenues en mémoire, parce qu'on parle beaucoup d'urbanisme tactique actuellement, et du coup, ça m'a fait penser, je m'étais dit qu'on avait fait de l'urbanisme tactique sans le savoir, donc j'étais super contente. En fait, pour donner aux Lyonnais le goût de venir redécouvrir ce lieu qui est isolé du reste de la ville par le gros bazar de Perrache, on avait fait un peu de ménage le long de quai de Saône, qui devait être le futur parc. Et puis, on a installé une promenade provisoire éphémère le temps d'un été. Donc, avec un peu de fer à béton, de coco, un peu de terre et des graines. Et tout d'un coup, voilà, ça a fait ça. Donc, c'était juste... Alors ça, c'est une photo de la veille de l'ouverture. Il n'y a pas encore de gens, mais je pense que ça a eu beaucoup de succès. Et je suis assez fière qu'on ait fait de l'urbanisme tactique sans le savoir finalement. Donc j'ai remis ces images. Bon alors, c'est vrai qu'après, dans cette période qui était une période d'association avec des vignes, je vais pas m'étendre là-dessus, je vais dire juste un mot de ce qui se passe quand deux personnes se séparent dans une agence. Je ne parle pas de la vie privée, je ne parle pas ça peut être des couples, ça peut être des amis, c'est pareil. Il y a toujours un doute dans le métier sur un des deux. C'est toujours des périodes compliquées parce qu'une agence, ça ne se coupe pas en deux et des références, ça ne se coupe pas en deux non plus. Donc, il s'ensuit toujours un moment compliqué. Je connais d'autres gens à qui c'est arrivé. Ça n'a à voir avec aucun des deux protagonistes. C'est un regard complètement extérieur. Et il y a toujours un doute. Et quand c'est la fille, on pense toujours que la fille devait faire les papiers, les comptes, les machins et que le type faisait le projet. Donc, s'ensuit une période de flottement assez inconfortable où on se retrouve en concurrence contre sa propre agence et ses propres références. C'est toujours un peu compliqué. Bon, à ce moment-là, j'ai beaucoup enseigné, j'ai toujours enseigné. J'ai fait ma vie d'enseignante en Suisse, en grande partie à l'Institut d'architecture de Genève, où il y a un type formidable qui s'appelle Georges Descombes, qui est un ami fidèle et cher. C'est vrai que j'ai participé avec lui à l'enseignement de cet institut d'architecture qui feu cet institut d'architecture parce qu'il est aujourd'hui fermé pour des raisons politiques, on va dire. Mais on y a fait une école d'architecture dans laquelle les 4 plots de l'enseignement, et je vous parle de ça dans les années 90, hein, donc c'est pas
c'est avant l'école de l'architecture et du territoire et de machin, dont les 4 piliers de l'enseignement à égalité dans le cursus des étudiants étaient l'architecture, le paysage, la sauvegarde et l'urbanisme. La sauvegarde en Suisse, c'est l'art de restaurer les bâtiments, le patrimoine. Et donc j'ai passé beaucoup de temps. On a donc travaillé moi je me suis occupée j'ai enseigné là-bas le projet de paysage, et on a monté ensuite un 3e cycle qui plaçait le projet, un 3e cycle de paysage qui plaçait le projet au cœur de la réflexion. C'est-à-dire que c'était pas la tête et les jambes, parce qu'il y avait quand même eu des moments quand on faisait de l'atelier, on avait un peu l'impression que quand les gens se sont mis à faire des doctorats, au départ il n'y avait pas de doctorants en paysage, mais quand les gens se sont mis à faire des doctorats, on avait un peu l'impression que les doctorants réfléchissaient, faisaient avancer la théorie, le truc, le machin, et puis que les gens du projet faisaient l'atelier comme ça, et que c'était un peu la tête et les jambes. Donc là, à Genève, on avait mis vraiment le projet au cœur de tout, et quel que soit l'enseignement, que ce soit la philo ou n'importe quoi, ça passait par le projet dans cette salle, avec les grands tableaux noirs où tout le monde était obligé d'écrire, de dessiner, on était couvert de craie, voilà. Donc c'était un beau moment, et un clin d'œil à Georges Descombes qui a été une personne formidable et qui a ramené avec nous Michel Courajou, qui n'était plus à Versailles et qui est venu nous rejoindre à Genève. Et donc on a vécu là-bas des moments magnifiques, voilà, auxquels je voulais passer. Alors c'est vrai que pour avoir accès à la commande, la clé du business, c'est d'avoir, comme on dit dans les appels d'offres, la capacité financière et les références. Donc quand on les a pas, c'est un peu compliqué, donc on se fait jeter à peu près de tous les appels d'offres possibles et imaginables. Donc la seule solution, c'est de faire des concours internationaux, des concours ouverts, anonymes, pour essayer quand même d'avoir du boulot. Donc je me suis lancée dans ce concours. Alors c'était dans ma cuisine, j'ai fait ça chez moi, dans ma cuisine, j'avais pas d'agence, pas d'équipe, rien, un associé espagnol, et c'était le concours pour le parc de l'eau à Saragosse, il y a eu une exposition internationale à Saragosse en 2008. Donc en 2005, ils ont lancé un concours pour faire un parc sur le thème de l'eau et du développement durable. Donc rapidement, je vais vous présenter ce document, puis un dernier projet avec lequel je conclurai. Donc Saragosse est une ville traversée par l'Èbre, qui est un fleuve extrêmement virulent, qui a des crues extrêmement puissantes et imprévisibles, qui ne sont pas saisonnières ni rien, qui sont pas prévisible. Donc c'est une ville qui s'est vraiment fabriquée en tournant le dos à la rivière. C'est-à-dire que vous pouvez vivre 15 jours dans le centre historique de Saragosse sans plus voir l'Èbre. Enfin à l'époque en tout cas c'était comme ça. Et le parc devait se situer dans ce grand méandre qu'on voit là-haut, qui est en fait en amont de la ville et qui sert de champ d'expansion aux crues et qui protège la ville des crues. Et c'est vrai que donc on arrive dans une ville contre nature avec un terrain alors plat comme la main, avec juste quelques traits dessinés d'une manière un peu étrange par les agriculteurs, parce qu'il a été cultivé pendant très longtemps avec une rive sauvage, une ripisylve sauvage autour. Donc voilà le site, on voit des petits reliefs sur le site qui sont des digues en fait, qui protègent le site des plus grosses crues et qui ont été dessinés, comme on le voit en haut de cette image, par une sorte de zigzag qui est le fruit de l'expérience des agriculteurs finalement, qui se sont opposés à la crue de la manière la plus efficace possible et qui font que cette digue avait une forme de zigzag. Et puis on a compris qu'il y avait un système de l'eau extrêmement sophistiqué, avec à la fois tout à droite de la photo de l'eau captée d'un canal, mais aussi de l'eau, on le voit un peu après, qui venait de l'Èbre, qui en fait dispersait l'eau de l'Èbre dans le parc pour alimenter les parcelles agricoles. Et tout d'un coup, l'idée de faire un parc, c'était quand même assez facile, puisque tout y était, il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait rien à inventer, il n'y avait rien à dessiner, tout était là. Donc tout le travail du projet, ça a été finalement de remettre un peu en forme, en force, en redimensionnant un peu ce système de l'eau pour en transformer l'usage, avec donc la ripisylve inondable hors des digues,
autour du projet, et tout ce vocabulaire de canaux d'irrigation, d'écluses, qui dessinait le parcellaire des champs et les digues. Donc les jardins, enfin le parc était déjà là finalement. Et du coup, on voit ici les parcelles qui s'inondent pour être irriguées. Bon, ça, c'était les petits croquis du premier jour, avec l'idée du méandre argenté. C'est un tout petit dessin que j'avais fait sur un coin, avec l'idée du méandre argenté, parce que l'idée aussi de la ripisylve était d'en faire quelque chose, pas seulement une reconstitution botanique, mais en faire aussi un truc plastique, c'est-à-dire en ne sélectionnant que des essences qui avaient des feuillages argentés, des troncs blancs, etc., pour essayer de créer un horizon à ce parc très plat, un peu spectaculaire. Donc à partir de là, pour moi, le projet était terminé. La question du dessin ne se posait pas. Et finalement, voilà, on a remis en forme un système de l'eau avec, si on va de la droite vers la gauche, un canal de stockage de l'eau, une perpendiculaire qui est un aqueduc qui ensuite va distribuer l'eau dans différents canaux qui, en aval, inondent des parcelles qui allaient devenir des baignades, avec un système tout au bout du méandre d'équilibrage des niveaux d'eau avant de remettre l'eau dans l'Èbre. Tout ce parcours étant planté pour que l'eau soit purifiée avec les plantes et que l'eau soit baignable. Donc finalement le plan était fini. L'avantage c'est que c'est allé très vite parce que ça s'est construit en 3 ans. Ce parc fait 125 hectares et finalement, le déroulement du projet, c'était juste d'engraver, on voit, de graver c'était un hommage finalement aux agriculteurs, à leur rapport à l'eau. Et on voit au fur et à mesure du chantier, le projet qui s'imprime un peu dans la terre. On a forcé les traits, on les a un peu épaissis. Et on voit comme ça le projet émerger au fur et à mesure. Et je voudrais rappeler que la nature, c'est pas juste de la rigolade, c'est ça, une rivière en crue. La puissance de l'Èbre, c'est ça. On a eu la centenale avant la fin du chantier, donc c'est quand même pas mal. Donc il faut toujours la considérer. La centenale peut arriver chaque année. Les systèmes d'écluses n'étaient pas encore prêts, donc tout a été rempli. Mais ce parc est inondable, c'est-à-dire que c'est toujours une machine à gérer les crues. Alors maintenant, ça se passe de manière, une forte crue se passe plus de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a une partie à l'intérieur qui reste relativement préservée. Mais c'est une machine en fait assez technique qui protège la ville des crues, mais qui est accessible et qu'on a essayé de rendre un peu poétique pour que les gens puissent en profiter. C'est vrai que maintenant les gens à Saragosse sont très attachés à ce parc, ils ont retrouvé un lien avec leur fleuve. Et on voit ici d'ailleurs la digue, cette fameuse digue en forme de Z. Saragosse en espagnol s'écrit avec un Z, donc c'est devenu un peu le logo de l'expo et du parc. Et puis voilà, donc je vais mettre comme ça quelques photos d'ambiance à l'intérieur du parc. Donc c'est des choses hyper simples, mais voilà, des choses comme ça. Et donc voilà, l'eau est maintenant dans le parc. Ah bon, biodiversité, c'est pour rigoler, c'est parce que bon, on choisit pas tout après sa vie, donc ils ont acheté des cygnes. Et finalement, je trouve ça assez génial de se promener en cygne maintenant dans ce parc. Et je trouve ça très poétique. Et puis aussi, voilà, la nature. Bon, je fais un petit couplet qui s'appelle Savoir-perdre parce que bon, ça fait 125 hectares, c'est quand même grand. J'étais super contente. Je me suis dit, maintenant, je suis sortie d'affaires, je vais avoir une super référence, même si j'ai pas trop la capacité financière. Et puis, bon, ça n'a pas forcément marché parce que j'avais pas fait de parc de 8 hectares, j'avais pas fait de parc, je sais pas quoi, j'avais pas, bon, bref. Donc, savoir-perdre, je voudrais juste l'illustrer par cette image. Savoir-perdre, ça veut dire faire tout ça. Voilà, ces grands panneaux, ces trucs, tous ces projets, tous ces gens qui sont fatigués, être comme moi là, assise par terre à gauche, bien fatiguée, et puis mettre tout ça à la poubelle. Donc il faut savoir que dans nos métiers, on a des poubelles en or massif et qu'on passe beaucoup de temps à mettre son travail à la poubelle parce que c'est balayé d'un revers de main souvent assez
genre nous avons le regret ou je sais pas quoi, ou après réunion du jury, nous avons pensé que, machin, etc. Donc voilà. Donc quand on en a marre, on voyage et on va se ressourcer un peu dans la nature. Alors là, bon, j'utilise des images d'ailleurs d'un concours perdu fait avec Mathieu Poitvin. On était à Marseille et on a concouru pour faire le pavillon de la France à l'Expo universelle de Shanghai. C'est pareil, je ne sais pas l'année. Et donc, on s'est beaucoup nourri de l'idée de ces routes maritimes qui ont été l'outil d'urbanisation du monde et aussi l'outil de circulation des plantes et des végétaux, puisque toutes les plantes qu'on connaît, en gros, sont quand même arrivées par les ports et par la mer, que dans tous les ports, il y a des jardins botaniques absolument magnifiques. Bon, on s'est beaucoup nourri de ça. Donc, je mets juste ces images, mais je ne vais pas du tout parler du projet. C'était juste pour illustrer l'idée du voyage et puis de cette image qu'on avait faite finalement de ce caravansérail là avec l'éléphant sur le pont qui était un peu nous, voilà. Quand on faisait un projet avec tout notre barda en train d'essayer de faire des trucs. Bon, c'est un moment auquel aussi j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau. Je suis partie loin, sur le Pacifique Nord, quelque part au sud de l'Alaska, et sur un bateau, j'ai descendu toute la côte, comme ça, jusqu'au sud du Mexique. Et c'est vrai que quand on est sur la mer, on est vraiment dans la nature et dans le paysage, c'est-à-dire que c'est un paysage qui change tout le temps, l'horizon est splendide, le ciel est splendide. Et on a aussi quand même le temps un peu de bouquiner, de réfléchir, etc., parce qu'on s'ennuie quand même un peu. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours aimé les cartes et la cartographie. J'ai découvert ces petites choses. Alors là, c'est une reproduction. C'est que les marins, les pêcheurs des îles Marshall dans le Pacifique faisaient des cartes marines avec des petits bouts de bois et des coquillages. Et ils dessinaient la mer. Et cette idée de dessiner la mer, ça m'a touchée. On voit qu'ils représentaient le sens de la houle, les vagues, toutes ces choses. Ça, c'est une carte qui est au musée machin là des Arts Premiers. Voilà, en fait, ça ressemble à ça. Et tout d'un coup, je me suis dit que notre métier de paysagiste, c'était sans doute un peu comme ça de dessiner la mer, de poser des petits coquillages. Et puis voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a voilà pas mal avancé. Alors je vais conclure avec toujours un projet en voyage, puisque en attendant d'avoir la capacité financière, les références, les trucs. Donc, avec un copain qui s'appelle Olivier Souquet de Dessau, qui est d'ailleurs au Vietnam aujourd'hui, on a fait un concours au Vietnam. Et un été où on était un peu désœuvrés. Donc, c'était un concours ouvert, pareil, au bord de la Saigon River. Et il se trouve qu'on a été pris au deuxième tour, donc on s'est mis à le faire très sérieusement et qu'on l'a gagné. Et donc on s'est retrouvé au Vietnam, là, au bord de cette rivière. Alors c'est vrai que on a pas mal réfléchi aussi à la manière d'agir quand on est à l'étranger, parce que nous on est un peu marginaux, on n'est pas une grande agence, on n'est pas une grosse structure. On se trouve confronté à des grosses structures. Et c'est vrai qu'au début, on se fait un peu tropicaliser parce que les beaux hôtels, les réceptions, la vie au bord de l'eau. Bon, je mets des images comme ça, mais c'est pour montrer que tout d'un coup, on est projeté dans un univers comme ça, voilà, différent. C'est vrai que. Et puis après, on rentre dans la vie du lieu, on est moins spectateur. Alors, en l'occurrence, ça se passe à Ho Chi Minh Ville, donc il faut devenir un Playmobil, faire de la mobilette, parce que je crois qu'il y a 5 millions de mobilettes à Ho Chi Minh, avec maintenant malheureusement des voitures au milieu de tout ça, donc ça devient un peu compliqué, mais bon. Donc on fait de la mobilette, on voit tous les... En fait, ils ont tous des casques, parce que c'était l'année où c'était obligatoire de mettre des casques, du coup ils ne l'enlevaient plus jamais. Même dans les boutiques, partout, ils avaient des casques. C'était assez marrant. Donc, il pleut. Donc, après, il faut prendre le coup. Il ne s'arrête pas de rouler. Il faut mettre le truc plastique sur la tête. Et puis, on se met dans le flot du pays. Donc, ça, c'est Olivier, mon associé. C'est vrai que par moments, on fatigue un peu. Et tout... On est dans ce flot ininterrompu. Et là, on partait sur notre site. Après, on découvre
Donc un système différent du nôtre, hein, puisque l'oncle O est quand même toujours en plastique doré avec des fleurs en plastique rose. On a eu droit à pas mal de cérémonies officielles, de machins, de présentations, de trucs, voilà, donc ça donne ça. Où tout d'un coup, notre représentation française arrive, hein, on ne les verra plus jamais après. Je dois dire que comparé à d'autres... à d'autres gens d'autres pays d'Europe ou du monde, on n'est pas très très aidé par nos administrations étrangères, et qu'on est plutôt on se sent parfois même en concurrence avec des gens de services publics français. Enfin, c'est assez bizarre. On se sent un peu seul, mais enfin, quand il y a des trucs un peu comme ça, ils viennent. Et après, on découvre notre client, parce que c'est quand même un pays communiste. Donc, un client communiste, c'est 50 mecs en chemise blanche, qui parlent pas. Alors, c'est génial comme truc, parce que quand on présente un projet, personne parle. Il y a les 50 mecs en chemise blanche, on présente le truc, personne parle, tout le monde écrit. Et après, ça se fait par lettres. Alors, nous, on s'écharpe, on présente, on dit ouah, machin, tandis que là, on s'écrit. Donc après, on reçoit des lettres, on répond, machin, etc. Bon, après, on est allé voir les étudiants. Chaque fois qu'on va là-bas, on va proposer un échange avec les étudiants qui vivent aussi sous le regard de l'oncle O et du drapeau rouge. Et puis, on découvre aussi ce pays où les expatriés des États-Unis, de Hong Kong et de partout, les grosses structures internationales, là, on apprend le monde, qui viennent vendre faire leur chiffre d'affaires à l'export, là, qui viennent là, et on voit que tout d'un coup, de leur jumbo jet, ils crachent des choses comme ça sur la ville. Alors comme l'urbanisme asiatique est un urbanisme d'opportunité qui n'est pas réglé par des plans directeurs comme on pourrait nous l'imaginer, je veux dire, quand il y a un terrain, on fait un truc. Et puis, ils n'ont pas non plus forcément le même rapport au patrimoine que nous, mais enfin, ça fait des choses comme ça. Et parfois, voilà, on a envie de dire sauver la ville, manger un promoteur, parce que, voilà, les projets qu'on voit partout à Ho Chi Minh, mais ça se construit, hein, toutes ces choses. Donc voilà, donc il y a plein de trucs. On ne reconnaît pas forcément le contexte. Donc il y a l'import-export et il y a l'export-import, finalement. Donc, nous, on a essayé d'avoir une démarche un petit peu inverse. Donc, le projet concerne un quartier. C'est vrai qu'il y a quand même un grand décalage. Vous voyez l'affiche qui vante le quartier avec la réalité des gens qu'on croise dans la rue. Donc c'est toujours un peu compliqué à imaginer. Bon, on avait des états d'âme, des machins, des trucs. Bon, et on a décidé de le faire. Alors il s'agissait de faire un grand espace public face au centre-ville historique. Dans un futur quartier qui doit devenir un nouveau centre stratégique de la ville avec un grand quadrillage de tours. Donc là, on est à l'hôtel Majestic, l'hôtel historique de la ville, face encore dans un méandre, là, un quartier ici sur lequel allait se développer on voit ici donc la trame de la ville française, hein, de la ville coloniale d'un côté, et vis-à-vis de là le quartier sur lequel la tour. Donc bien sûr, c'est une agence américaine qui a fait le plan masse, donc c'est un quadrillage adapté au méandre, on va dire. Voilà. Et la zone en noir représente la zone d'espace public majeur sur laquelle on devait réfléchir, avec la connexion aussi, voilà, aux deux rives. Donc je vais passer assez vite, mais c'est vrai que notre idée était de travailler sur la géographie du lieu, d'essayer de réinstaller la ville dans sa géographie, dans l'histoire du fleuve et dans l'histoire de l'eau, en faisant rentrer l'eau jusqu'au cœur de ce quartier, parce que l'eau, tout d'un coup, parlait du temps et de l'histoire, et parce que l'eau aussi était un moyen d'imaginer une manière, en irriguant un jardin, de pouvoir essayer de rafraîchir ces gros radiateurs géants qui sont installés en faisant des tours de verre dans un climat où il fait 35 degrés à longueur d'année. L'autre idée aussi était de dire que la Saigon River
transporter beaucoup d'histoires, beaucoup de matériaux, beaucoup de choses. Alors c'est une rivière qui est un peu rouge parce qu'elle transporte des sédiments rouges et que tout d'un coup, on avait envie d'imaginer que ces sédiments se seraient pétrifiés finalement pour fabriquer le socle du quartier et laisser entrer comme ça la rivière au cœur du projet et finalement donner la part belle à la nature autour de ce quartier, au moins autant que faire se pouvait finalement. Donc voilà quelques images du projet. Je ne vais pas m'appesantir plus là-dessus, mais tout ça, je pense qu'il y a un fil dans ce travail que je montre depuis le début qui fait que les choses, je pense, sont un peu liées. Non, ça c'est une erreur. Et voilà, l'idée c'était que les gens puissent s'approprier ce lieu et y faire leur feu d'artifice, sachant que c'est des choses qui sont très utilisées dans les moments très, très festifs. Et qu'on avait été très heureux que cette image soit choisie une année pour faire la carte de vœux de la ville de Chimine. Et alors c'est un projet maintenant qui traîne depuis une dizaine d'années, qui va peut-être se faire, qui se fait un petit peu, qui s'arrête, etc. Parce que c'est vrai que c'est compliqué dans le gros business de l'architecture de trouver de l'argent, des moyens, etc. pour faire un truc qui ne sert pas à grand-chose. Et que... Donc on ne désespère pas, on reste... c'est un métier qui demande quand même une grande dose d'optimisme. Et puis c'est vrai que faire des projets, ça nous met aussi... finalement, on vit dans la réalité augmentée sans les outils dans notre tête. Donc on a une espèce de capacité comme ça à croire aux choses. Donc... je ne désespère pas d'imaginer qu'un jour ce projet se terminera. Alors je vais conclure juste en vous montrant quelques images, non pas d'un projet, parce que toujours dans mes histoires de capacité financière, de machin, tout ça, c'est pas au Vietnam que ça s'est arrangé. Donc finalement, avec Olivier Souquet, au Vietnam, on a rencontré les gens de la Banque mondiale, on a fait des missions pour la Banque mondiale, et puis de fil en aiguille, du Vietnam, on s'est retrouvé en Mongolie, un peu en équipe Vietnam, enfin bon, un truc un peu bizarre, mais on s'est retrouvé à Ulaanbaatar. Alors UB, c'est Ulaanbaatar, c'est le nom de la capitale de la Mongolie, Ulaanbaatar. Et donc on s'est encore retrouvé dans un truc improbable en Mongolie. Alors on découvre le monde aussi des architectes businessmen qui du Vietnam commencent à aller en Birmanie parce que les Vietnamiens n'ont plus tellement besoin des étrangers. Et puis on les retrouve aussi à Ulaanbaatar parce qu'il y a pas mal de fric à se faire peut-être, j'en sais rien. Ulaanbaatar, c'est une ville quand même, je crois que c'est la ville la plus différente de toutes les villes du monde que j'ai pu voir. Alors il y a un truc quand même à savoir, c'est que là c'est quand on arrive de l'extérieur, on voit des petits carrés avec des yourtes dedans, parce que n'importe quel citoyen mongol qui arrive à Ulaanbaatar se colle au précédent, se fait un carré d'une surface dont je ne me rappelle plus, mais qui est standard, et il en devient propriétaire. Donc toutes les collines d'Ulaanbaatar se sont faites par ces petits pixels de yourtes qui se bidonvillisent forcément un peu après, mais la plus grande partie de la population d'Ulaanbaatar, les gens que vous voyez dans les bureaux, dans les trucs, vivent là. D'autant plus qu'il y a eu des hivers très violents, très froids, qui ont fait que les éleveurs ont perdu leurs animaux. Ils sont venus là, et puis que les éleveurs vont maintenant être un peu mis à mal parce qu'on découvre des tas de richesses dans les sous-sols. Donc ça va devenir plus un pays de mines que d'éleveurs. Donc voilà, donc Ulaanbaatar, c'est cette ville-là. Et sachant que la plaine en bas, alors c'est assez stupéfiant, c'est une ville soviétique, puisque Ulaanbaatar est relativement récemment. Donc c'est une ville soviétique dans laquelle poussent des tours coréennes, parce que les Coréens, qui ont toujours besoin d'expansion, ont trouvé là un terrain de jeu facile. Alors vous voyez, espèce de structure métallique derrière Gengis Khan, là c'est une Coréens, ils construisent avec des structures métalliques là qui remplissent. Donc on voit comme ça ces tours coréennes qui poussent autour de vestiges de l'époque soviétique. Alors c'est vrai que moi
Bizarrement, j'avais été à Moscou en 1974 et j'ai retrouvé là les banlieues moscovites des années 70. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont un plan directeur de paysage aussi au point que tous ceux qu'on peut faire. Et donc, je vais pas, c'était pas tant pour parler du projet, ça c'est le site sur lequel on devait intervenir parce que il y a des problèmes de pollution monstrueux qui ont fait que des sites sont devenus totalement stériles. Et ce site est un site assez splendide sur une colline au-dessus de la ville, qui est un site chamanique. Et ce site avait été photographié par Stéphane Placé, qui était le photographe de Albert Kahn, le mec du jardin, qui voulait collectionner les images du monde et qui envoyait des photographes partout faire des reportages. Et donc on était dans les pas de ce photographe. Alors, juste là, et on va arriver à ma conclusion, on a rencontré aussi ce monsieur en Mongolie. Alors, si je vous montre ce monsieur, c'est pour que vous compreniez un peu comment, ceux qui ne connaissent pas ces coins-là, comment ça se passe. Ce monsieur, on l'avait rencontré à Ho Chi Minh. C'est un architecte américain avec une chemise en tergale et un pantalon en tergale, immuable. On l'a rencontré à Ho Chi Minh. Là, on l'a retrouvé dans un truc, ça devait être un truc de l'ambassade ou je sais pas quoi. Et alors, ce monsieur, son métier d'architecte, c'est ce type-là, vous le mettez n'importe où dans le monde, dans le désert, tout seul, avec sa femme. Vous revenez 2 mois après, il y a une agence d'archi avec 50 mecs qui bossent et qui ont du boulot. Donc, il travaille pour un gros groupe dont le nom m'échappe. Et donc, voilà, ça y est, à Ulaanbaatar, il y avait 50 mecs qui grattaient avec du boulot et tout. Ils disaient, bon, par contre, les idées, les projets, ça, on ne sait pas trop. Le contenu, on ne sait pas trop faire. Ouais, c'est intéressant, machin, ce que vous dites et tout. Mais enfin, nous, on s'en fout un peu. Et donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire un peu comment va le monde et dans quel monde, voilà. Alors, le site que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un site chamanique. Donc, le maire de la ville d'Ulaanbaatar nous a demandé d'aller invoquer les esprits avec la chamane du lieu. Donc, avec Olivier, il faisait moins 45 dehors, je me rappelle, on s'est retrouvés dans un F3 coréen là, d'Ulaanbaatar chez cette dame, qui était la chamane du truc, et qui a invoqué les esprits pendant tout l'après-midi. Donc, nous étions avec la chef de projet, et puis le chef du service d'urbanisme, ou je sais pas quoi. Et donc, nous devions invoquer les esprits avec cette dame. Donc, voilà, il faut quand même être un peu adaptable dans ce métier. Alors, elle avait bien picolé, parce qu'il lui faut beaucoup de vodka. Le lendemain matin à 5 heures, il fallait aller faire des offrandes sur le site avec des herbes trempées dans la vodka par moins 45. Et après, elle a envoyé un email au service de la ville pour dire que donc les esprits étaient d'accord et qu'on pouvait travailler. Alors moi, je suggère qu'on continue à invoquer les esprits parce que c'est vrai que je pense que notre métier artisanal comme ça est en train quand même de devenir un peu anecdotique, on va dire, et en phase probablement de disparition. Alors, bon, bim bam boum, je vais pas... C'est juste un petit schéma du BIM, je l'ai mis en russe parce que de toute façon on ne comprend pas tous très bien de quoi il retourne. Donc c'est Building Information Modeling. Bon, j'ai un copain ingénieur là-bas qui doit être plus calé que moi pour en parler, mais ce grand système va faire qu'on va devoir rentrer dans ce système et dans cette manière de produire les projets. C'est vrai que beaucoup de gens de ma génération cherchent à vendre leur agence à Aegis pour... parce que c'est mieux que la CIPAF pour la retraite, et que du coup, je pense que nos petits projets sensibles, avec nos émotions, un peu machin comme ça, est un truc qui probablement est appelé à disparaître. Donc peut-être aussi... pour ça que j'ai appelé. D'ailleurs, je voulais dire aussi, puisqu'on est au pavillon de l'Arsenal, ça m'a fait rigoler de lire cet appel d'offres. C'est vrai que les paysagistes ne sont pas les tenants de l'aménagement de l'espace public. C'est vrai qu'on a vécu, notre génération et ceux juste avant, et Jacques Coulon, Claire, etc., Courageux, pourront en parler mieux que moi, mais on a vécu une sorte d'âge d'or où tout d'un coup, on a beaucoup sollicité les paysagistes sur l'espace public. C'est vrai qu'apparemment, à Paris, maintenant, on sollicite plus des designers, makers, start-upers, industriels, collectifs, machin.
pour disrupter le système de production d'objets urbains. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit que je pense qu'on a tous une nature assez optimiste et qu'il faut garder l'espoir de l'émotion poétique, j'aime bien finir avec cette image de la tour de Pise parce que cette magnifique tour, on l'aimerait pas tant et on n'irait pas tant la voir si la nature avait pas mis son grain de sel pour la faire pencher. Donc j'espère qu'on pourra tous faire un peu pencher les tours. Voilà. Merci pour ce parcours sensible à travers le projet de paysage et l'histoire du projet de paysage en France. Donc, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Christine Danlocky ou des remarques sur cette conférence? Oui, Jacques Daval. Je voulais faire remarquer les deux photos. La première, qu'il y a devant vos fenêtres, si j'ai bien compris, et la dernière, Ulan Bator. Ces deux paysages qui ont l'air de bien se ressembler. La première, celle qu'on voit au tout début, vous a dit je fais des paysages parce que j'ai ça devant mes fenêtres, ça étant des collines, je sais pas. Et puis Ulan Bator, c'est vraiment la même forme géographique. Et puis sinon, oui, je dis ça, les deux images se ressemblent, ce qui est étonnant de partir quelques décennies avant et de se retrouver à Ulan Bator. Et puis sinon, je le trouve bien pessimiste quand même. J'aimerais bien savoir pourquoi. Vous avez fait des belles choses. Moi, je pense qu'on est un peu les gardiens du ciel, en fait, y compris dans la ville. Parce qu'on oublie beaucoup quand on parle de la ville. Maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les expérimentations temporaires, les projets de cours, tout ce qu'on veut avec les riverains, etc. Mais l'espace public n'est pas que la propriété de ces riverains, il est aussi... je pense que pour notre travail à notre paysagiste, il a une fonction métabolique dans la ville, à la fois pour lier la ville avec son sol. Notre gros boulot, c'est quand même de ramasser l'eau pluviale. C'est un peu le b.a.-ba de notre métier. C'est pas très glamour, mais c'est quand même ça. On a vu la place de Sienne, c'est vraiment ça. Et c'est aussi la manière dont l'air circule, le vent, etc. Je pense qu'à Paris, la nature est beaucoup plus présente quand on traverse la Seine sur un pont qui a le vent d'ouest et qu'on regarde le ciel que quand on est dans un parc. Enfin, personnellement, j'ai traversé la Seine tous les jours de ma vie pendant très longtemps. Quand je travaillais avec Claire et Michel Courageux aussi, on était au bord de la Seine. Je veux dire, c'est vraiment la nature, c'est aussi le vent, le ciel. On sent la mer presque parfois à Paris, l'horizon maritime, les mouettes, les machins. Et je pense que à trop vouloir, je pense que la ville remplit son espace et que nous, de temps en temps, on doit venir un peu l'idée. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre ce que doit faire maintenant le paysagiste dans tout ce bazar. Est-ce qu'il doit organiser la vie des voisins ou est-ce qu'il doit se présenter comme aussi garant de choses qu'on perd un peu de vue, qui sont dans une autre échelle de temps, parce que ce qui est compliqué, c'est que le temps du paysage, c'est pas le temps de l'architecture. Elle a toujours calqué à la fois l'apprentissage du projet du paysage sur l'apprentissage du projet d'architecture, ou la construction du projet du paysage sur le temps d'architecture. On se trompe un peu de temps. Nous, on est dans le temps de la géographie, on est dans le temps long, on n'est pas dans les médias, on n'est pas dans le slogan, pas dans la pub, on n'est pas dans le... je pense qu'on n'est pas dans la salade qui monte au mur, dans les réinventions photoshopesques successibles, ou dans l'agriculture urbaine, tout ça qui deviennent insupportables. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur l'agriculture urbaine. Bon, j'habite à la campagne, dans un village d'une centaine de personnes, pas tellement plus que dans cette salle, et avec des jeunes agriculteurs qui cherchent des terres d'ailleurs, qui ont besoin de terres. Dans le PLU, c'est une vraie demande. Ils ont besoin de terres. Et en même temps,
c'est une région touristique, parce qu'il y a le Luberon, machin, etc. Donc les Parisiens viennent se ressourcer là. Et les Parisiens, ils ont un grand plaisir quand ils viennent dans cette région, c'est de faire de la bagnole tant qu'ils peuvent, parce qu'à Paris, ils sont obligés de faire du vélo. Donc là-bas, ils font de la bagnole, ils ont des 2 chevaux, des 4L, des machins, des trucs, et ils font de la bagnole, et ils vont au supermarché avec leur bagnole, parce qu'ici, ils ne peuvent pas le faire. Donc on construit des supermarchés pour eux dans les champs d'amandiers, juste pour l'été. Et à Paris, ils vont faire des fermes. Donc il y a un truc à un moment où la campagne se remplit de caisses en tôle et de parking. Et à Avignon, c'est pareil, ils veulent faire de, je sais pas quoi, de l'agriculture urbaine, enfin, alors qu'à 10 mètres à pied, il y a des vrais champs, avec des vrais agriculteurs qui savent super bien faire leur truc. Donc il y a des moments où je comprends pas tout, et je pense que nous, on aurait peut-être un peu aussi à se situer là-dedans, à rappeler enfin, faire le distinguo entre la promotion politique et puis voilà, le truc, et puis essayer de voir comment on peut aussi défendre notre peau et notre savoir sans s'engouffrer à chaque fois dans tous les vents immédiats, sans prendre le temps de réfléchir. Parce que moi, je pense qu'un paysagiste, c'est un mec lent, quoi. Il me semble. Enfin, je sais pas. On pourrait inviter cette personne à une expérience de paysage, je propose, pour invoquer les esprits sur la régénération de notre métier. En civil, c'est une jeune femme qui a beaucoup voyagé, qui est assez intéressante. Mais c'est pas mal d'invoquer les esprits aussi, hein, parce que... Ah, Charles, bonjour. Bonjour Christine, et merci beaucoup, parce que vraiment c'était très très beau ce que tu as dit. Je te connais pas très bien, mais je te connais depuis longtemps. Merci. C'est vrai. J'ai vu notamment ta précédente conférence ici, où tu parlais déjà du parc de Saragosse, il me semble. Mais j'ai l'impression que je t'ai beaucoup plus découvert à celle-ci. Et parce que tu as eu le courage de montrer des images qui te sont chères et qui sont anciennes, justement. Et en voyant ces images et en t'entendant en parler, je me suis dit que, d'une certaine manière, ta discrétion et ta ténacité, c'est les 2 qualités que j'aime chez les arbres. C'est peut-être pas par hasard. Moi, je suis très bavard et peut-être un peu velléitaire, donc ça me manque. Mais alors j'avais 2 questions quand même. J'avais une question d'abord, c'est parce que j'ai pas très bien entendu. Tu as dit que l'école de Genève, il y avait 4 choses, l'architecture, le paysage, la sauvegarde, et la 3e, je l'ai pas... L'urbanisme. L'urbanisme. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et la 2e question que j'avais, c'est... en fait, je savais pas que tu étais architecte au départ, et je savais pas que tu avais ce rapport compliqué, qu'on partage tous, hein, moi c'est pareil, hein, avec l'architecture. J'ai découvert, parce que j'enseigne maintenant depuis un petit peu plus longtemps dans une école d'architecture, l'architecture en me débarrassant de mes préjugés contre l'architecture. Et je me suis dit que, entre le moment où tu parles de ton refus devant l'obstacle, en gros, hein, au moment de l'école d'architecture, et le moment où tu représentes, où tu parles de l'homme en tergale et que tu représentes l'architecture de Chiminville comme un quadrillage un peu terrifiant, à l'intérieur duquel il faudrait venir immiscer un tout petit peu de nature pour la sauver, je me dis que finalement, quand même, ça d'un côté, et de l'autre côté, ce que vous avez fait de merveilleux, toi et Michel, il faut le reconnaître, avec piano, parce que c'est quand même frappant. Moi, je te remercie. Au passage, je te dirais que l'image que tu as montrée du fossé avec les saules de Guyancourt, c'est une image qui a été absolument totémique pour moi. C'est-à-dire, moi, j'aurais pas fait la Courrouze si j'avais pas vu cette image. Et à la fois cette image et les photos complètement incompréhensibles des rayures de ces fossés qui prolongeaient quand même les toitures de l'usine. Donc, d'une certaine manière, il y avait bien un mano en la mano entre l'architecte et les paysagistes que vous étiez tous les deux. Tu vois, cette espèce d'amour-détestation entre le paysage et l'architecture, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nos successeurs la débordent, la dépassent. Comme je pense que ton amertume, d'une certaine manière, moi je sais qu'il faut que je me méfie terriblement de la nostalgie dans ce métier, mais
ton amertume, tu l'as partagée aussi avec Cribier. Moi, je ne savais pas que Cribier avait travaillé avec toi et avec Alexandre. On était jeunes, on était étudiants. Mais c'est extraordinaire. Il y a eu un article magnifique sur Cribier tout récemment. C'est un souvenir extraordinaire. C'est un souvenir extraordinaire parce que Pascal était un mec complètement à côté des autres. Et alors, Alexandre avait inventé cette espèce de forêt pour la Villette. Je ne sais plus de combien de milliers d'arbres. Et il voulait absolument qu'on fasse une maquette qui était interdit dans le rendu, mais il a dit on fera des photos. Et donc avec Cribier, on faisait des arbres en scotch-brit, avec des petites épingles et des petits morceaux de scotch-brit. On en avait, mais je ne sais pas combien à faire. Et Pascal Cribier prenait une épingle, un petit morceau de scotch-brit, c'était des trucs grands comme ça, et puis il est passé un quart d'heure et disait il est bien celui-là. Mais c'était formidable, hein. C'était en même temps des moments formidables. Mais c'est vrai que le rapport à l'architecture, il était compliqué dans mon école parce que moi je suis tombée au Moyen-Âge, c'est-à-dire, mais vous pourriez pas imaginer ce que c'était cette école à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de filles, on allait aux toilettes au bistrot parce qu'il n'y avait pas il y avait surtout des pissotières, c'était pas fait pour les filles. Non, mais on imagine assez mal. C'était hyper machiste, pourtant j'étais pas particulièrement, j'étais ni féministe ni empotée, je veux dire, mais c'était quand même stupéfiant, quoi. C'était espèce de. Et puis l'architecture n'arrivait pas jusqu'à l'école, c'est-à-dire qu'ils vivaient sur il y avait encore des bizutages ridicules, des trucs. Enfin, c'était monstrueux. Pour le coup, c'était l'ancien monde, là, le très très ancien monde, les vieux beaux-arts comme ça. Donc je me suis dit que tous les mecs qui sont passés là, ils sont quand même un peu suspects pour moi. Les architectes de cette génération-là, c'est vrai. Mais c'est vrai que Piano, lui, était... Alors, ne serait-ce que... Enfin, Michel en témoignera, c'est vrai qu'en France, on avait l'habitude d'un espèce d'enseignement assez... comment dire, de relations assez violentes au projet. Il fallait un peu souffrir. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça. Enfin, ça changeait à l'école du paysage parce qu'il y avait des gens jeunes, mais il y avait quand même une espèce cette espèce de mythe de la charrette, de la souffrance, etc. Et c'est vrai que Piano, c'est un mec qui utilise souvent le mot joyeux et nous expliquait que c'était un truc joyeux de faire de l'architecture et de faire des projets, que c'était vachement bien. C'est tout d'un coup un truc un peu lumineux qui est arrivé dans ce monde. Et en plus, comme il était beaucoup plus vieux que nous, il n'avait pas de problème d'ego, parce que c'est vrai quand même les architectes ont parfois un petit souci, enfin, avec la paternité des projets, le fait d'être les chefs, le fait de décider tout, le fait de savoir, le fait de nous dire bah toi tu fais de l'eau plantation, machin, et là qu'est-ce qu'on met, tout ça, fait que tout d'un coup lui nous rendait très libres et était lui aussi très libre. Donc c'est vrai que travailler avec des personnes âgées, c'est très bien, vous verrez, les jeunes. Et voilà, donc, mais c'est vrai que c'est compliqué, donc voilà, donc on va garder la chamane, hein, comme. Mais c'était très très étonnant parce qu'en même temps ça paraît un peu improbable et c'était en même temps très très officiel et très très formel toute cette histoire. Et même si elle a bu beaucoup de vodka, la dame, mais c'était quand même un truc très très formel et c'était très amusant parce qu'en plus elle nous a ceint la taille avec un fil rouge en nous disant de ne pas l'enlever. Et en fait avec Olivier, genre un mois après, on s'est retrouvés au Vietnam là pour nos aventures machin. Et il avait le fil rouge qui pendait de sa chemise. Et en fait, moi, j'ai toujours le fil aussi dans mon sac. On n'a jamais quand même vraiment osé s'en séparer parce qu'on s'est dit que c'était plus prudent. Donc voilà, j'aurais quand même un peu tout fait dans ce métier. Non, ce qu'on voit dans ton travail, c'est l'absence de concession. Et ça doit tous, c'est moi le premier, nous faire réfléchir évidemment. Je veux dire, tu parles de la difficulté à avoir des commandes. Tu décris factuellement, mais la véritable chose, c'est l'absence de concession. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a entendu dans ton travail, il n'y a pas de concession. Or, nos métiers aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu quand on était étudiant avec Jacques, Michel et d'autres, nous conduisent en effet à des concessions infinies. Et la disparition dont tu parles, c'est peut-être la disparition de la dignité dans nos métiers.
Quelque chose a disparu ce matin, on l'a trouvé. Oui. Le monde d'aujourd'hui est en train de se réinventer. Je prends 3 métiers complètement différents. Le métier de la banque est en train de disparaître parce qu'aujourd'hui, on a accès à ses comptes en ligne, on n'a plus besoin de parler avec son banquier. Les métiers de la télé, de la musique, que je connais bien, sont en train de disparaître parce qu'aujourd'hui, on peut faire des films dans son garage avec un iPhone et un ordinateur. Et puis les métiers de la médecine sont complètement différents parce qu'aujourd'hui un médecin il passe 80% de son temps à expliquer à son patient que ce qu'il a lu sur internet, c'est pas exactement ce qu'il avait. Donc tous ces métiers sont en train de changer. Qu'est-ce qui est en train de changer dans le métier du paysage? Qu'est-ce que les étudiants d'aujourd'hui auront de plus ou de moins que ceux que vous étiez avant? Et qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que il y a un petit bouquin que j'aime beaucoup, c'est un petit que sais-je qui est pas très facile à trouver, qui s'appelle l'histoire du métier d'architecte, où on comprend très bien que le métier d'architecte n'est pas un métier figé, qui est un métier qui s'est formé, déformé, et qui a beaucoup bougé. Donc nos métiers sont comme la nature, hein, c'est pas des choses prédéterminées, donc ils vont bouger. Après. Il va y avoir, à mon avis, maintenant, je vais dire, je remets le BIM en russe là parce que je trouve ça pas mal, mais je veux dire, il va y avoir maintenant des grosses machines à produire la ville à grande échelle. Il y a même des logiciels qui conçoivent l'espace public, des algorithmes, des machins. Enfin, il n'y a plus besoin de concepteurs. Donc, dans tout ça. Donc après, chacun va se positionner là-dedans. Il y a sans doute des gens qui vont rentrer là-dedans, qui vont se passionner pour ça, etc. Et puis je pense qu'il y aura peut-être, en marge de ça, peut-être une production plus artisanale, si ce n'est artistique, plus personnelle, de gens qui garderont un point de vue. Voilà, sur la ville, mais je pense qu'il faut quand même regarder peut-être plus loin qu'on ne regarde actuellement dans les écoles pour voir vraiment. Enfin, c'est assez instructif. Je sais que c'est plus que de faire les projets, mais d'aller dans, par exemple, cette histoire du Vietnam. Je veux dire, parce qu'on voit les autres agences qui sont, enfin, c'est du business et nous, on n'est pas du tout éduqués là-dedans. Alors en plus, le paysage dans le business, c'est un peu emmerdant parce que c'est une danseuse, c'est un truc, donc c'est de la valeur ajoutée, on va dire. Donc il faut trouver du fric pour un truc qui sert à rien. C'est compliqué, mais en même temps, la nature, il faut être gentil avec elle. Donc peut-être qu'on en a quand même un peu besoin. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on est dans une espèce de patouille. Dans laquelle il serait peut-être bon de remettre un peu de clarté. Alors ça mériterait de faire une ville à une autre sur la disparition, avec cette idée de disparition du verre. Ce serait intéressant de développer l'histoire cette du idée-là. verre, en fait, c'est plus parce que c'est vrai que quand on débutait, quand les paysagistes n'avaient pas encore vraiment opinion sur eux, etc., il y a toujours des archis qui nous téléphonaient pour le lot plantation. Et tout d'un coup, cette histoire du lot VRD, enfin bref, mais cette histoire du lot plantation, c'était assez caractéristique tout d'un coup de dire que... voilà. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que les plantations, c'est pratique parce qu'on peut faire des plans, on peut les dessiner, on peut les compter, on peut les chiffrer, on peut les fabriquer, on peut tout ça. Mais, et ça évite de parler de ce qui fait vraiment l'âme du paysage, qui sont des choses impalpables, qui sont des mouvements, des variations, des changements, du vent, de l'ombre, de la lumière, de la fraîcheur, des saisons, des machins, des trucs. Donc c'est vrai que le vert est en cela très rassurant, que du coup même des gens qui ne sont pas paysagistes, on le voit actuellement dans des projets d'architecture, en mettant du vert, et merci Photoshop, on peut faire grimper les arbres sur les murs. Mais c'est vrai que c'est pas forcément notre seul. Alors je dis ça aussi pour me rassurer parce que c'est vrai que moi j'ai jamais eu de jardin, je venais de l'école d'archi, en gros j'y connaissais rien.
Bon, j'y connais peut-être maintenant un peu plus que ça, mais bon, c'est pas mon. En plus, je suis pas très fan des. C'est vrai que j'ai pas montré ici, mais j'ai fait des parcs sans arbres. Voilà, on n'a pas. On n'est pas. C'est pas forcément un paysagiste, un arbre, quoi. Ou un arbre vert. Il n'y a pas que des arbres verts. Merci beaucoup pour cette conférence, parce que j'ai trouvé absolument passionnante. Je regrette de ne pas avoir été plus longuement étudiante de ces cours que tu as donnés en Suisse ou ailleurs, parce que je trouvais que qu'elle était passionnante pour la façon dont tu dis les choses et dont tu les éclaires. Et tu disais le temps. En fait, merci également pour les dessins. Moi, j'ai pas ressenti la contradiction sur l'architecture, parce qu'on voit bien la différence entre je pense que le métier d'architecte, moi étant paysagiste, j'apprécie beaucoup le travail des architectes et l'architecture en tant que telle. Et évidemment, dans les exemples que tu nous montres, il y a tellement à boire et à manger en termes d'architecture qu'on parle pas toujours des mêmes choses. Enfin voilà, un piano et des gens qui font du commerce. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'idée du croquis, tu parles et du temps long, et en même temps l'idée que les croquis sont extrêmement rapides. Tout ce que tu nous montres, tes dessins très très rapides, et effectivement le temps long de la mise en œuvre ou de l'aboutissement des projets. Je trouve que c'est aussi assez symptomatique, ce qu'on va pas du tout retrouver aujourd'hui, malheureusement, dans notre travail de paysagiste. On est effectivement confronté à cette réalité du BIM, ou cette abstraction du BIM qui nie complètement la valeur des esquisses et la valeur ensuite de la mise en œuvre. Et voilà, du coup, je trouve... merci beaucoup pour cette intervention. Oui, bonjour. J'avais l'intention de ne pas intervenir parce que ça partait dans des... J'ai fait mon diplôme avec lui, alors... Ouais, mais il y a maintenant bientôt 10 ans, non effectivement, ce à quoi tu n'as pas répondu, c'est à la question de monsieur la première. Pourquoi tu es aussi pessimiste? Finalement, tu n'as pas répondu à cette question. Je ne suis pas pessimiste. Ah ben c'est la sensation qu'il a eue, et comme je l'ai eu aussi, je me dis on est au moins deux. C'est horrible parce que ça veut dire que je suis vieille, mais non, j'ai pas le sentiment d'être pessimiste, j'ai le sentiment que les choses... que des choses... Là où j'ai eu des moments de découragement, c'est parce que, je veux dire, j'ai pas toujours bien réussi à trouver du boulot, donc c'est un peu compliqué. Donc ça m'a peut-être rendu un peu pessimiste. Mais après, là où si tu veux, la nature, quand je montre la tour de Pise, c'est une manière de dire que ou les crues de l'Èbre, c'est-à-dire que nous, c'est avec ça qu'on travaille. Et je pense que la nature est suffisamment puissante pour qu'à un moment, elle se rappelle à l'ordre et qu'on lui redonne sa place et qu'on nous permette, de ça. Moi, c'est pas que je suis pessimiste, mais c'est que tout d'un coup, faire la fête des voisins et tout ça, mais je trouve ça très sympa, très bien, mais c'est pas mon métier, je sais pas faire. Non mais, rappelle-moi le titre de la conférence. C'est la disparition. Oui. Tu es d'accord que comme sujet positif, d'habitude on parlait de l'essor, tu vois, on peut imaginer. Non, je pense qu'il y a quand même derrière tout ça l'idée, mais moi je voudrais développer cette idée parce que je crois qu'effectivement quand tu parles de disparition, tu te mets pas du côté du paysage, mais tu te mets du côté de la profession des paysagistes. Et c'est, je crois, la grande différence qu'il faudrait engager. C'est-à-dire que moi, je suis assez pessimiste, globalement aussi, sur la question de l'évolution de la profession telle qu'elle est en train de se faire, et de l'enseignement qui se fait, à peu près dans toutes les écoles que je connais assez bien. Bon, on est dans une situation extrêmement difficile, tout simplement parce qu'on est en train de courir après le développement d'une profession. C'est d'ailleurs une question qu'on peut poser à la FFP en général, c'est-à-dire que le but, c'est pas de défendre notre travail à venir, disons que ça c'est secondaire, c'est de savoir où se pose la question aujourd'hui. Et je pense que la question du paysage, elle se pose plus que jamais. Maintenant, effectivement, elle a évolué, on est un peu chassé des constitutions des villes, pas vraiment complètement d'ailleurs, mais on devrait être happé par la question du territoire au travers de la question agricole aujourd'hui. Je rappelle, puisqu'on est entre parenthèses, là, demain, il y a une manif contre le triangle de Gonesse. Je pense que c'est important, ce genre de choses, pour
montrer comment se posent à l'envers les questions. C'est-à-dire qu'on se pose, pour se poser la question de l'évolution du territoire et du paysage, il faut se poser la question de, comment on se nourrit. Parce que c'est tellement à partir de ça qu'il va y avoir des grands circuits de transport, qu'il va y avoir de la qualité, qu'il va y avoir voilà, toutes ces choses qui devraient réduire effectivement l'impact monstrueux des villes sur le monde et qu'on pourrait repenser le paysage autrement. Mais aujourd'hui, on n'est toujours pas rentré dans la question agricole et tant qu'on ne rentre pas dans la question agricole, on ne peut pas avoir le mouvement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on parle encore aujourd'hui de l'unique dynamique qui est celle de la ville. D'ailleurs, on parle du périurbain. Et tant qu'on ne parlera pas du périrural, on n'aura pas pris le problème dans l'autre sens. Alors, voilà. Et je pense que c'est là qu'il y a une réflexion sur le devenir, sur quel rôle après. On réfléchira après professionnellement. Mais aujourd'hui, on réfléchit d'abord professionnellement, en se disant où est-ce qu'on va travailler. Alors, il faut travailler avec eux. On va travailler avec ces architectes. On va à l'autre bout du monde, alors qu'on sait qu'on rentre dans des cultures dans lesquelles on n'arrive pas à s'en démerder. Voilà, mais simplement parce que c'est là que serait le travail. Non, on ne travaille pas en fonction de l'endroit où elle travaille, mais en fonction de ce qu'il y a à faire. Et je pense que la réflexion aujourd'hui, elle doit absolument s'orienter vers quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus le paysage, et non pas l'évolution des professions du paysage. Oui, mais alors après, il faut trouver les moyens d'y réfléchir, parce que, je veux dire, les études qui sont lancées avec toujours les mêmes équipes, je vois dans le Sud, c'est des équipes de partout qui viennent réfléchir à notre avenir. Je veux dire, moi je vis dans un village, donc c'est peut-être ça aussi qui me rend pessimiste, hein, c'est que quand tu vis dans un village, tu vois la catastrophe au jour le jour, hein, tu vois le territoire se vider, s'appauvrir, la vie devenir très compliquée, les communes devenir indigentes, c'est très difficile et tu n'as pas de moyen de... tout le monde s'en fout de ce que tu penses de tout ça, c'est-à-dire que la commande est tellement... En fait, je pense que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est se déporter. Mais se déporter de ces grandes études, machin truc, avec toujours les mêmes urbanistes, les mêmes trucs, se déporter de ces grandes réflexions pour avoir un lieu dans lequel on pourrait vraiment réfléchir aux choses librement. Bon, sachant qu'on a besoin de bouffer aussi, donc il faut trouver les moyens de le faire. Mais... tu peux penser tout ce que tu veux. En gros, plein de gens, on s'en fout. Donc c'est ça qu'il faut. L'école. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les gens s'en foutent pas. Il y a une assez grande évolution, lente, effectivement, sans doute au travers, avant tout, de la question de l'écologie, mais dont on doit profiter. En fait, il faut profiter de cette dimension pour ramener ça dans de l'opérationnel qui soit pas tout petit, mais qui s'étendent progressivement. Hein, on sait, il y a des grands problèmes, on ne sait pas comment on va les mener, au travers des plans de paysage notamment. Bon, les questions des plans de paysage que défendait Odile Marcel, actuellement, on peut dire que c'est un bide généralisé. C'est un biais important, mais c'est un bide généralisé, parce que derrière, il n'y a pas de suivi. Mais petit à petit, ça pose des choses. Moi, je travaille sur un plan de paysage, j'en parle, sur 28 communes. On voit bien que les grandes questions, c'est des choses auxquelles personne ne veut qu'on touche. Ça va être la question de l'agriculture, notamment. Mais c'est ça qu'il faut mettre en évidence jusqu'à temps qu'on finisse par y toucher. Parce que c'est ça le sens de la vie. Et pas s'obstiner sur la médiocrité des projets d'urbanisme qui nous envahissent. Le Grand Paris, je ne suis pas certain que ça soit une bonne affaire. Qui vont bétonner, surtout. Voilà. Mais n'empêche que si... Voilà. Et quand tu rentres dedans, t'es broyé. Parce que moi, je pense que l'habit fait le moine. Tu rentres dans un truc, tu ressembles au truc. Tu rentres dans le bim, voilà. t'es mort. Et c'est pour ça qu'il y a des projets dans lesquels il ne faut pas imaginer qu'on aille, mais il faut imaginer qu'on lutte contre, ou qu'on soit capable de les quitter. Et donc, il ne faut pas avoir, effectivement, la seule audace qu'il faut avoir, c'est imaginer que de toute façon, tu ne vas pas vraiment crever de faim, et que tu n'as pas de boulot. Pardon ? Il faut que tu retournes à l'école. Mais l'école ne veut plus de moi, depuis très longtemps. C'est faux, ça. Est-ce que la jeune génération va parler ? Bonjour, je viens de l'école de Bordeaux. Jacques, il est jury de notre dernier BFE. Et, il est invité aussi pour les conférences à l'école de Bordeaux. En fait, je comprends à peu près son idée. Et justement, il y a... En fait, si je fais une métaphore entre les professions et les doctorats ou des enseignants à l'école, c'est
les ingénieurs et les scientifiques. En fait, parce que pour bien vivre, bien sûr, on doit satisfaire des commandes. Et du coup, actuellement, il y a l'idée reçue. D'abord, on fait des logements. Après, on améliore notre environnement, le cadre de vie par les paysagistes. C'est l'idée reçue. Mais à l'école, et les profs nous poussent à bien réfléchir, comme Jacques qui a dit, il faut vraiment élargir notre champ de travail. Il ne faut pas subir le cadre qui est déjà conçu par les architectes, les urbanistes. Après, on fait des améliorations et un peu ça. Et du coup, c'est un paradoxe entre les deux. Si on accepte de travailler dans les agences, et du coup, on travaille normalement pour satisfaire les commandes. Mais il y a un moment que le monsieur qui a dit vraiment peut-être il y a disparition du sens de paysage parce qu'on est trop dedans, on lutte pas contre pour sortir cette actualité. Il faut vraiment sortir de la profession pour donner une grande chance. Par exemple, à l'architecture et à l'agriculture, pardon. Et aussi, maintenant, on discute beaucoup l'éthique environnementale. Il y a un changement de regard. Et du coup, pour les professions, je pense qu'il y a un côté, on doit travailler, c'est de bouleverser les regards des élus, de l'autre commandeur, je pense, si j'ai bien utilisé le mot. Et enfin, un côté pédagogique pour bouleverser le regard, pour le bas d'abord, l'idée reçue, concentrée sur l'archi-logement, etc. C'est un peu la théorie, après il y a la réalité. Ouais, ce qui est intéressant, c'est par exemple, c'est vrai que les bons projets sont souvent, sont toujours faits avec de bons maîtres d'ouvrage. Ça, c'est déjà une chose importante. Et puis l'autre chose aussi, c'est peut-être se confronter au principe de réalité et partir de ce qu'il y a pour essayer de faire... je vous ai montré tout à l'heure le travail sur Montpellier, qui est un travail à rebrousse, c'est-à-dire c'est le contraire d'un plan directeur de paysage. C'est l'inverse. On est parti d'une chose concrète, avec les petits bouts de terrain le long de la route, là, pour ensuite essayer de voir comment on pouvait donner de la cohérence à des quartiers qui se sont juxtaposés les uns aux autres sans qu'il y ait vraiment de cohérence. Et donc, voilà, parce que le paysage, c'est aussi l'art de la mise en scène, l'art de je sais pas quoi, de tout ça. Donc, c'est aussi l'idée qu'on peut partir d'une question a priori pas très glamour, pas penser qu'on va refaire le monde, qu'on va le bouleverser, que tout le monde attend que nous et qu'on dise que waouh, tout ça. Mais peut-être partir d'une question simple qu'on nous pose et l'utiliser comme porte d'entrée, finalement. Ce concours de Montpellier, c'était un concours au début. Nous, on a juste dit on va mettre 14 000 pins parasols. On n'a rien mis d'autre. Je me rappelle très bien de l'oral. C'était Georges Frêche avec sa chemise hawaïenne. La clim était en panne. Il a dit bon, on va aller dans mon bureau. Les beaux panneaux là qu'on s'était fait chier à faire, il les avait mis comme une nappe en papier sur la table avec tous les mecs qui avaient leurs trucs. Et j'ai dit, voilà, on va mettre 14 000 pins parasols, et ça s'est fait comme ça. Et après, c'était du temps passé en des présentations, faire connaissance avec les gens, etc. Avoir une espèce d'obstination un peu très simple, de dire, ah ben non, on va pas rajouter des cyprès, on va pas rajouter des trucs, on va pas, etc. Non, on va pas faire des alignements, on va pas faire une porte, on va pas faire un truc. C'était de dire non, de résister pour essayer de justifier sans arrêt ce choix. Et après, une fois le truc fait, on nous a dit, ah oui, finalement, on pourrait peut-être étendre le système, et puis il y a plein de petits bouts de terrain merdiques partout, et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc,
C'est plus comme ça que les choses fonctionnent dans la réalité. On n'arrive pas avec des banderoles. En plus, les élus, on ne fait pas contre eux. C'est pas des crétins. Il y a des gens vachement bien dans les élus. Les autres, on ne travaille pas avec eux, de toute façon. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est des gens... Il y a beaucoup de gens très, très bien. Il y a beaucoup de gens maintenant aussi... Contrairement aux périodes où on a commencé maintenant dans les services des villes, dans la maîtrise d'ouvrage, il y a plein de gens qui ont fait l'école aussi, donc la culture est quand même plus ouverte. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut un peu élargir le champ. Et c'est vrai que la question peut-être de l'alimentation, de la campagne, de tout ça, est peut-être... Mais c'est vrai qu'elle est assez mal posée parce que... En fait, ce qui est un petit peu désespérant, c'est que au moment de ce projet de Montpellier, en fait, c'était le moment où on s'insurgeait contre ces entrées de ville super moches avec les carrefours, les Conforama, les trucs, les machins. Et ça ne servait à rien de s'insurger contre ça. En fait, ça ne sert à rien d'être contre. Il faut montrer des choses et proposer des choses et être positif dans ce qu'on propose aux élus. Et il faut faire avec aussi la réalité. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être à la fois modeste et obstiné, peut-être. Alors c'est vrai que ce matin, avec ce titre, La disparition, tu nous questionnes. Il y a encore deux personnes qui veulent prendre la parole. Donc on continue le débat, encore 5 minutes. Ça va se compléter. Je pense que c'est bien que vous la preniez en dernier, et puis vous pourrez répondre aux 2 questions. Merci. Merci beaucoup. Je prends la parole parce que je fais partie de la jeune génération, donc il faut quand même la prendre. Moi, je suis très touché par... ce filigrane effectivement d'une persévérance dans le sans concession dont Michel Desvignes vient de parler. Je pense qu'effectivement là il y a quelque chose qui est évident et c'est pas pessimiste, ça va pas vers une vision pessimiste. Puis il y a une autre persévérance qui est celle peut-être, oui, elle est intitulée de la disparition et puis celle de l'effacement. Et cette notion-là de l'effacement, elle est intéressante parce que elle vient pas parler de l'effacement du paysagiste, mais actuellement, où on est dans un présent du bavardage et du remplissage, où l'écologie est bavarde et très restreinte dans les discours politiciens, pas dans les discours politiques, où on parle de verre, enfin, c'est assez dramatique. Et je pense que c'est une des matières du paysagiste. Et donc, moi, je ne sais pas, je viens de l'école de Versailles et je suis sorti il n'y a pas si longtemps. J'y suis encore un petit peu. Et je ne vois pas... Enfin, je trouve qu'il y a une persévérance. Le paysage est encore là, dans cette école-là. Enfin, là, c'est pour vous répondre, Monsieur Coulon. Et... Et le travail autour de l'agriculture est extrêmement présent. Et il y a aussi une défense de l'étendue. Ça continue, la réflexion continue. Après, on est en effet dépassé par un marché du travail assez délétère. Mais c'est pour ça que cette notion de l'effacement, qui nous conduit à aller vers l'épure et à aller vers cette modestie dont vous venez de parler, elle est essentielle et elle instille nos études de paysagistes. Bravo, très, très belle conclusion. Et on va donner la parole à Madame qui va enrichir le débat en nous parlant des citoyens. Jusqu'à maintenant, je viens ici pour ma culture personnelle et puis là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un pont. Il se trouve que je suis administratrice à Terre de Liens. Et on s'est réunis la semaine dernière, 1500 personnes dans un champ, pour travailler justement sur toutes ces notions de l'alimentation et du paysage. Donc je pense que les consommateurs, les citoyens sont prêts. Ville en transition, Alternativa, on a plein de mouvements et j'aimerais bien faire le pont avec vous.
Alors nous aussi à la FFP, c'est ce qu'on aimerait faire. On est dans l'ère du paysage, donc on est dans l'ère des paysagistes. Encore une remarque dernière? Non, vous avez oublié les agriculteurs aussi dans votre... Terre de Liens, c'est racheter Terre de Liens a racheté 200 fermes. Ouais, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi le rapport à l'écologie pour les jeunes agriculteurs. Enfin, nous on les voit de près parce qu'on vit à côté d'eux, donc ils ont aussi besoin de voilà. Mais bon, la politique est pas trop compatible, on va dire, avec ça. Mais enfin bon. Je crois aux petites expériences, aux petites tentatives individuelles. Oui. Merci en tout cas.